Donc effectivement, je vais vous parler de ces comportements automatiques. Donc je me permets de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le DU, qui sont quand même... qui connaissent bien les concepts d'apprentissage. Donc voilà, il y aura de nouveaux concepts dans le cadre de cet exposé, je pense, pour certains. Donc ça, c'est une vidéo que vous avez peut-être déjà vue sur Internet, que l'on trouve assez facilement sur Internet, ou des vidéos tout à fait équivalentes. Donc je pense que vous allez imaginer ce qui va se passer. Voilà. Donc pour le moment, ça ne nous intéresse pas encore tout à fait, puisque le cheval a encore un cavalier sur le dos, mais ça va bientôt être terminé. Et là, ça va nous intéresser. Donc là, je vous laisse un petit peu regarder cette vidéo, parce qu'en fait, regardez, on est qu'à la 30e seconde de la vidéo. La vidéo dure 2 minutes 30, et pendant donc 2 minutes, le cheval va enchaîner le parcours, avec tout ce qu'il faut, les lignes, les diagonales, un barrage à un moment donné. Il enchaîne les doubles. Et en fait, il est inarrêtable. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir en vrai, mais sur Internet, il y en a plein de ce type. Et si ce n'est pas de l'obstacle, c'est d'autres exercices que les chevaux, comme ça, font seuls. Donc là, non, mais tout à l'heure, il va faire le double sans souci. Un barrage. Donc, je vais couper parce que ça dure 2 minutes 30. Alors, ce qui est intéressant, vous pouvez la retrouver très facilement. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce cheval continue à sauter alors que plus rien ne l'y contraint. Et quand on regarde les forums, il y a plein de gens qui disent ça c'est quand même la meilleure preuve qu'un cheval aime sauter, parce qu'il n'a plus de cavalier, donc s'il n'aime pas sauter, il arrêterait. Et ça marche donc, comme je vous disais, pour plein d'exercices. Le cheval qui va tout seul en carrière, qui enchaîne ses exercices. Sauf que si vous êtes là, c'est sans doute que vous avez aussi peut-être des doutes sur cette explication possible. Donc il y en a plein, je ne dis pas que celle que je vais proposer est l'explication ultime. Mais il est très probable que ce cheval a développé ce que l'on appelle un comportement automatique. Et c'est donc de ça dont je vais parler dans cet exposé. Et évidemment, on verra que ça n'a rien à voir en termes de bien-être, on est dans une session de bien-être, de dire que le cheval aime sauter ou a développé un comportement automatique. Donc dans l'exposé, je vais définir ce que c'est. Je vais parler des facteurs qui peuvent favoriser l'apparition de ces automatismes, et je vais parler de 2, que l'on a testés expérimentalement, le stress et la personnalité. Et à chaque fois, je parlerai des protocoles que l'on a mis en place, l'un qui est basé sur la suppression des renforcements, l'autre sur une notion que peut-être vous ne connaissez pas, qui est la contingence. Et je développerai un peu ces notions, parce qu'en fait, elles sont très impliquées dans le travail du cheval, sans qu'on en ait forcément conscience. Donc je pense que ça peut intéresser des gens qui travaillent avec les chevaux. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un comportement automatique ? Donc là, on va se mettre à notre place, je suis d'humain. Quand on commence un apprentissage, on sait pourquoi on fait cette action. Il y a un terme, c'est que le comportement est dirigé vers un but. On a un but précis quand on commence à apprendre. C'est quand vous commencez à conduire à l'auto-école, vous commencez à conduire à droite. Et au début, le comportement est facilement modifiable. Vous allez pouvoir vous mettre à conduire à gauche. Si vous allez en Angleterre, ça ne va pas vous poser de problème au départ. Et à ce stade, il va falloir être très concentré sur l'exécution de la tâche. Il ne vaut mieux pas écouter la radio ou parler quand on commence à apprendre à conduire. C'est donc une réponse très flexible, on peut aller à droite, à gauche, mais qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Puis à force de conduire, de répéter cette action, votre comportement va devenir de plus en plus automatique. Là, la réponse va être vraiment peu flexible, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans de conduite, quand vous allez en Angleterre, vous allez toujours retourner du côté droit. Vous allez avoir beaucoup de mal à aller sur la gauche. Mais par contre, elle demande moins d'énergie, moins de concentration. Vous pouvez téléphoner, même sans Bluetooth, pendant que vous conduisez. Voilà. Une autre des caractéristiques, c'est que dans le comportement que l'on appelle dirigé vers un but, on sait pourquoi on fait les choses, on sait qu'on fait une action pour avoir une conséquence. En revanche, quand le comportement devient automatique, on perd cette idée de conséquence de ses actes. On agit sans penser à ses conséquences. Ça, on peut l'illustrer, je ne sais pas si, en général, on est nombreux à prendre toujours le même chemin le matin pour aller au travail. Imaginons à ce carrefour, tous les matins, on part à droite. Le week-end, on n'a pas du tout envie d'aller au travail, mais on part à droite quand même. Je pense que ça arrive pas qu'à moi. Donc en fait, il suffit de se retrouver dans un endroit où on a l'habitude de faire quelque chose pour se mettre à le faire, alors qu'en fait, il n'y a plus d'intérêt à le faire. Alors, au niveau neurobiologique, on sait que ça implique des structures distinctes. Le cortex préfrontal pour les comportements dirigés vers un but au début des apprentissages,
puis s'opère un switch vers le striatum dorsolatéral. Peu importe, mais en tout cas, ça vous montre que c'est aussi bien connu au niveau des mécanismes neurobiologiques. Donc il y a vraiment un switch qui s'opère entre les deux processus. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre. Alors un premier facteur, c'est le fait de répéter, de s'entraîner, de toujours refaire les mêmes choses. Là, on devient automatique dans sa voiture à force de toujours tourner à droite tous les matins à ce carrefour. Mais c'est aussi le cas du pianiste qui, à force de répéter ses gammes, va développer un automatisme, ou d'une danseuse, ou probablement du cheval que l'on va entraîner régulièrement à répéter les mêmes enchaînements. Mais il y a un autre facteur qui peut entrer en jeu, c'est donc le stress. Et ça, c'est montré chez l'homme. Des stress sociaux, là je vous l'ai illustré par le fait de se retrouver devant un public ou bien dans un entretien professionnel, le stress va pouvoir favoriser cette automatisation des comportements. Je pense que chacun en a des exemples ou des fois où ça nous est arrivé. Donc c'est montré chez l'homme, mais on ne savait pas ce qu'il en était chez le cheval. Donc c'est la deuxième partie de mon exposé. Est-ce que le stress favorise l'apparition des automatismes chez le cheval ? Et donc pour ça, on a mis en place un protocole particulier que je vais vous exposer. Parce que ce n'est pas très simple, comme ça, de déterminer expérimentalement qu'un cheval a formé un automatisme. Enfin, si on ne fait pas un IRM, c'est un peu compliqué. Donc il y a quand même des procédures expérimentales. L'une d'entre elles, c'est d'apprendre une action à son cheval, puis de supprimer ce que l'on appelle les renforcements. Et donc je vais vous réexpliquer ou expliquer ce que c'est que ces renforcements. Donc les renforcements, c'est dans un cas bien particulier, c'est les conditionnements instrumentaux. À la limite, peu importe le nom, mais en tout cas, c'est ce qu'on met en place tout le temps quand on travaille un cheval, que ce soit à pied, monté, quelle que soit la discipline. Donc, merci à Olivier d'avoir posé pour les photos. Donc, je vais prendre un exemple, mais ça peut être n'importe quel autre. C'est la jambette. Apprendre à son cheval à lever l'antérieur quand on approche un stick. Donc, au départ, début de l'action, il y a une instruction. Donc là, Olivier pointe le stick en direction du canon du cheval. C'est l'instruction. Ensuite, il peut utiliser un renforcement négatif, c'est-à-dire se mettre à tapoter le canon, pas méchamment, mais juste pour rendre la situation inconfortable. Et dès que le cheval lève par hasard, hop, Olivier cesse. Et donc le cheval comprend que pour faire cesser ce renforcement négatif, il faut lever la jambe. Ou alors, s'il ne veut pas utiliser de renforcement négatif, il peut utiliser un renforcement positif et donner une poignée de nourriture au cheval dès qu'il a levé la jambe. Alors revenons au mécanisme d'automatisation. Là. Imaginons que vous avez un comportement dirigé vers un but, vous êtes à la place du cheval. Qu'est-ce que vous feriez si vous savez pourquoi vous faites les choses dans le cas où j'enlève tous les renforcements ? Il n'y a plus de conséquences à vos actes. Probablement que si vous êtes dirigé vers un but, vous allez arrêter l'action, puisque vous travaillez pour avoir la pomme. Donc si le cheval a un comportement dirigé vers un but, il va arrêter de répondre aux instructions. Par contre, s'il est dans un mode complètement automatique, il ne sait plus pourquoi il fait les choses, si on supprime les renforcements, vous vous en doutez, qu'est-ce qui va se passer ? Le cheval va continuer à répondre. Donc voilà, ça c'est un moyen de voir quelle stratégie il a développée l'une ou l'autre. Donc nous, on a refait ça, mais on ne fait pas des jambettes, on ne fait pas un travail de terrain, on remodélise ça dans nos conditions expérimentales pour bien tout contrôler. Donc la tâche que l'on fait, mais c'est exactement le même principe. Donc voilà, le cheval, l'expérimentateur. L'expérimentateur va attirer l'attention du cheval avant de commencer. Ensuite, il va donner une instruction. Donc vous allez le voir, il va pointer avec son doigt l'un des deux cônes. Le cheval doit apprendre à toucher le cône et il a une récompense. Donc on a l'instruction, l'action qui est de toucher l'un des deux cônes, le droit ou le gauche, et la récompense quand on donne la nourriture. Donc ça remodélise n'importe quel type d'exercice équestre en fait. Et donc après, on supprime les renforcements, on demande au cheval de toucher le cône, mais on ne lui donne plus rien s'il le fait. Et là, on regarde, est-ce que les chevaux continuent longtemps à répondre ou est-ce qu'ils s'arrêtent tout de suite ? Et donc, on a fait ça, comme le but était de voir l'effet du stress sur ces mécanismes, soit dans un environnement non stressant, alors c'est-à-dire que les 2 semaines avant de faire cet apprentissage, quand les chevaux arrivaient dans le box, ils avaient des choses positives qui leur arrivaient, des congénères, de la nourriture, voilà, pas de stress. Et dans l'autre groupe de chevaux, quand ils arrivaient dans ce box, les 2 semaines avant l'apprentissage, donc bien avant, il y avait des choses pas très sympas, enfin des choses de l'agitation, du bruit, des objets non familiers qui étaient introduits dans le box. Et donc on a regardé s'ils continuaient à toucher ou pas là dans notre petit paradigme, et on voit que les chevaux dans un environnement non stressant, alors les moyennes sont en rouge, arrêtent très vite de toucher
le cône, quand il n'y a plus de récompense. Et dans l'autre lot, on voit que la moyenne est beaucoup plus haute. Il continue beaucoup plus longtemps à toucher, ce qui montre que dans un environnement stressant, quand le cheval est stressé par des événements qu'il y a eu avant, il développe plus facilement un automatisme. Donc comme chez l'homme, oui, le stress, c'est un facteur de développement des automatismes. Donc ça, c'est des études qu'on a fait avec Margot Fortin, Mathilde Valenchon, qui présentera après un exposé, Ludovic Calandro et Frédéric Lévy. Donc oui, le stress conduit à ce switch. Et puis ça explique assez bien le comportement du cheval qui saute tout seul. C'est peut-être pas parce qu'il aime sauter qu'il continue son parcours, mais en fait, comme il est super stressé, il y a un comportement automatique qui s'est enclenché et il se met à sauter. Évidemment, ça reste une hypothèse. Et évidemment, aussi, ça n'a rien à voir en termes de bien-être. Le deuxième facteur que l'on a étudié, c'est la personnalité. Est-ce que certains profils de tempérament, de personnalité, ne pourraient pas favoriser ces automatismes ? Et donc là, nous avons mis en place un autre protocole, qui est le protocole de dégradation de contingence. On ne peut pas avoir peur du nom. Parce que tout à l'heure, le protocole de suppression des renforcements n'est pas tout à fait infaillible pour différentes raisons. Il peut être interprété éventuellement différemment. Donc pour être vraiment absolument carré, on peut jouer sur ce protocole de notion de dégradation de contingence. Alors qu'est-ce que c'est la contingence ? Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savent. Mais en tout cas, c'est une notion que vous mettez en jeu, que l'on met en jeu en permanence quand on travaille son cheval. Mais comme on n'en a pas conscience, des fois on peut mal faire, quoi. Alors on revient à cet exemple avec les photos de Olivier et la jambette. Donc on donne, dans un conditionnement, on donne une instruction, le cheval fait une action, et on donne une récompense. Je vais rester dans l'exemple de la récompense. Sauf que parfois, il peut arriver qu'on se mette à donner des récompenses quand on arrive dans la carrière pour saluer son cheval. Je ne sais pas, pour établir une bonne relation, puis parce qu'il nous en reste dans les poches, alors à la fin, on finit le stock qu'on a dans les poches et puis on lui en donne. Ça peut arriver. Sauf qu'imaginez, vous êtes à la place du cheval, vous humain. Vous allez compter vos pommes en fonction de ce que vous faites. Vous comptez que quand vous travaillez, vous avez une pomme. Et quand vous faites rien, vous avez 6 pommes. Qu'est-ce que vous feriez, vous, en tant qu'humain ? Si vous êtes dirigé vers un but, que vous savez pourquoi vous faites les choses, vous n'allez rien faire. Donc la contingence, en fait, c'est assez simple, c'est la probabilité d'avoir des récompenses quand on travaille, suite à une action, par rapport à celle de l'avoir quand on ne fait rien. Donc après, on la qualifie, on peut dire que la contingence est négative ou dégradée, quand on a, comme dans l'exemple tout à l'heure, plus de chances d'avoir des pommes quand on ne fait rien que quand on travaille. Donc ça va inciter à rien faire. Elle est nulle quand on a autant de chances d'avoir des pommes quand on travaille que quand on ne fait rien, donc là, ça incite à faire un peu les deux. Et puis elle est positive quand on a plus de chances d'avoir des pommes quand on travaille que quand on ne fait rien. Je précise que ça marche aussi avec le renforcement négatif. Donc dans l'équitation qui utilise le renforcement négatif, il y a le même principe. Donc le but était d'utiliser ce protocole pour déterminer les processus mis en jeu. Mais avant ça, il fallait quand même savoir si le cheval était capable de comprendre cette histoire de probabilité, parce que c'est quand même compliqué, quoi. Donc ça veut dire aussi, est-ce que le cheval se fait une représentation mentale de ce pourquoi il travaille, et pas à un instant T, mais au cours d'une séance, voire même au cours de plusieurs séances, qui est quand même assez perfectionné. Donc on a mis en place ce protocole chez le cheval avec des collègues de l'université de Bordeaux qui sont spécialistes de ce sujet, Étienne Coutureau et Alain Marchand. Et donc nous avons comparé une contingence non dégradée. Donc l'animal, le cheval, a plus de chances d'avoir des pommes. Alors je prends les pommes, mais ce n'est pas vraiment des pommes dans les faits, c'était des différents types de grains. Des pommes quand il touche l'objet. Donc je vais vous montrer ici. Donc le cheval touche l'objet et hop, il a immédiatement de l'aliment. Voilà. Et quand il ne fait rien, il n'a pas cet aliment-là, il n'a pas de pomme. Ensuite, on l'a comparé avec un autre type de contingence, donc c'est avec un autre objet. Donc, de la même façon, quand le cheval touche l'objet, là on le voit, il a une pomme. Mais quand il ne fait rien, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur les petites images, il en a aussi.
Voilà, donc là on remodélise ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec Olivier et la jambette. Donc c'est quand même complexe. Donc il y avait quand même une question de base, c'est est-ce que les chevaux, dans l'ensemble, allaient comprendre la contingence et adapter leur comportement à ces situations? Sachant que quand même on respecte bien, hein, quand il touche, à chaque fois il a l'objet. Hein. On faisait ça bien. Puis quand même une petite parenthèse, qu'en fait on a compliqué les choses parce que dans les études il y a parfois des biais expérimentaux. Si on faisait comme ça, il y en avait un. Regardez, comptez le nombre de pommes à droite, il y en a 2. Comptez le nombre de pommes à gauche, il n'y en a qu'une. Donc voilà, ça fait un biais tout ça. Donc pour compliquer la chose, on rajoute un autre type de nourriture de telle sorte qu'on ait bien 2 récompenses à chaque fois. Donc finalement ça complique vraiment la situation. Donc en plus les conditions sont très proches, donc on avait quand même des doutes que le cheval soit capable d'intégrer tout ça. Et donc, je vous rappelle, le cheval est censé plus toucher l'objet dans la contingence non dégradée que la contingence nulle. Et on a répété l'étude 2 années de suite, et oui, les chevaux sont capables d'analyser cette situation et d'adapter leur comportement. On voit ici le nombre de fois où ils touchent l'objet. En contingence non dégradée, ce nombre est beaucoup plus important qu'en contingence nulle. Donc oui, le cheval est capable de comprendre cette histoire quand même complexe de probabilité. Il se fait bien une représentation mentale de ce pourquoi il travaille, la pomme, la carotte, le nombre de fois, et tout ça au cours d'une longue séance et même des séances répétées. Donc je disais, c'est la même chose quand on travaille avec des renforcements négatifs. Si on ne cède pas au bon moment ou pas le même bon nombre de fois, ça peut être tout à fait pareil. Donc ça montre qu'il faut respecter la contingence dans le travail du cheval. Ça s'apprend. Je pense que cet exposé n'est peut-être pas suffisant pour bien le mettre en pratique. Mais en tout cas, c'est une notion qui est aussi importante que la contiguïté temporelle, qui est de donner tout de suite l'aliment. Donc une des applications, il y en a plusieurs, c'est de réserver un type de nourriture pour renforcer. Parce que si cette même nourriture, on la donne gratuitement à d'autres moments, on voit ce que ça peut donner. Revenons à une question scientifique, c'est là donc la fin de l'exposé. On s'est aperçu qu'il y a quand même des chevaux qui vont davantage répondre que d'autres à cette histoire de contingence. Il y a davantage sensibles ou d'autres moins sensibles. Donc ceux qui répondent, il y a des chevaux qui continuent à répondre même en contingence dégradée, même quand ils ont des réponses gratuitement. Et c'est ceux qui ont développé des automatismes. Et donc on a regardé s'il y avait un lien avec leur personnalité. Donc sur 29 chevaux, on a fait ce protocole, et puis on a fait des tests de personnalité, des tests de tempérament qu'on a l'habitude de faire dans notre équipe. Et on a vu que les chevaux qui développaient plus facilement des automatismes, eh bien, ce sont les plus émotifs. Dans nos tests, ce sont ceux qui sursautent plus, dans des tests de soudaineté, qui ont plus peur de la nouveauté, qui sont plus en alerte. Et ça a confirmé 2 précédentes études sur des protocoles d'extinction. Donc ce n'est pas un facteur absolu, ce n'est pas parce qu'on est peureux qu'on est automatique, mais c'est un facteur de prédisposition. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a comme implication que les chevaux émotifs développent plus facilement des automatismes ? Peut-être, mais ça c'est à voir avec les cavaliers, que c'est sans doute un atout pour l'entraînement, parce que ça veut dire que votre cheval, il va continuer à répondre juste au moment des instructions, il n'y a même plus besoin de donner des renforcements. Donc ça doit être probablement un cheval assez fin à monter, assez agréable à monter. Le cheval est mécanisé. Et ça aide à résoudre peut-être un paradoxe que l'on a eu dans d'autres études. On a montré que les chevaux peureux sont recherchés par les cavaliers expérimentés, alors qu'en fait, ils sont quand même plus difficiles à monter. Mais il y a peut-être quand même cet atout qui fait que c'est pour ça et cette raison-là qu'ils sont appréciés. En revanche, c'est Parker, en Angleterre, qui a montré que automatisme et stéréotypie, ça va peut-être ensemble. Et puis dans d'autres espèces, c'est le cas aussi. Donc ça montre donc les chevaux émotifs auraient peut-être plus de stéréotypie parce qu'ils développent des automatismes. Donc il faut être encore plus vigilant sur les conditions de vie de ces chevaux. Bon, après, on l'a vu, c'est pas parce qu'ils ne développent pas de stéréotypie qu'il va bien. Donc il faut faire attention à tous les chevaux quand même, quoi. Donc, voilà. À retenir en conclusion, il faut prendre conscience des processus que l'on met en jeu lorsque l'on travaille un cheval, les automatismes, la contingence. Ça explique certains comportements, comme ce cheval qui saute tout seul. Et comme je vous disais, être un peu connaisseur de ces mécaniques, ça évite de faire des fausses interprétations, quoi. Et puis, maîtriser ces concepts, donc là, c'est peut-être pas suffisant, mais de vraiment les maîtriser, de les mettre en pratique, ça permet très certainement d'améliorer ces pratiques équestres. Et puis aussi, il y a des liens sur le bien-être, parce que mal utiliser des renforcements, par exemple ne pas céder au bon moment, le cheval ne peut pas comprendre. Il y a une mauvaise progression, des défenses, et puis quand c'est ça qui se passe, on va être amené
à avoir recours plus à la force, aux enraînements. Donc au final, c'est quand même pas bien pour le cheval, quoi. Et puis retenez que le stress favorise les automatismes, ce qui peut expliquer certaines choses, et que les chevaux émotifs sont plus enclins à développer ces automatismes. Donc merci à Jean-Marie Yvon qui fait tous les apprentissages sur les chevaux, et c'est très long. Fabrice Régnier et l'ensemble du personnel de la jumenterie, et le conseil scientifique de l'IFCE qui finance les études. Merci.